La Chaise-Dieu possède incontestablement un patrimoine architectural exceptionnel, mais qui s'est considérablement abîmé, détérioré au fil des années. C'est la raison pour laquelle, depuis 2010, nous avons engagé des travaux importants de restauration de l'abbatiale pour faire en sorte de rétablir les lieux dans de bonnes conditions. Mais ces travaux de restauration ne sont pas uniquement réservés aux bâtiments. Ils concernent aussi les tapisseries, des tapisseries du XVIe siècle, des tapisseries flamandes. Il y en a 14 qui vont être restaurées et qui vont être présentées aussi dans l'abbatiale. Donc ces tapisseries avaient perdu de leur couleur, elles étaient dans un état de dégradation très important. Et en 2012, un diagnostic a même été réalisé sur 3 tapisseries, choisies de façon très précise. Ça nous a permis de découvrir que la dégradation était si avancée que les tapisseries risquaient des dégradations irréversibles dans les années à venir. Nous avons donc décidé de les faire restaurer auprès des ateliers Chevalier à Colombes. Cette restauration est en cours, elle devrait être terminée d'ici la fin de l'année 2015. Une fois restaurées, ces tapisseries seront envoyées à l'étranger pour être exposées et permettre au monde entier de découvrir cette œuvre tout à fait exceptionnelle. Ces expositions internationales pourront avoir lieu dans le courant des années 2016 et 2017, dans l'attente que le bâtiment qui accueillera à terme les tapisseries de la Chaise-Dieu soit entièrement restauré. En effet, pendant les travaux de restauration de l'aile de l'Écho, l'ancienne chapelle Notre-Dame du Collège a été découverte. Cette chapelle, datant de l'époque mauriste, sera tout à fait adaptée pour recevoir les tapisseries et pour assurer leur conservation. Cette belle histoire a pu être réalisée grâce au département, à la communauté de communes, à la commune de Chaise-Dieu, à l'État et à la DRAC, qui a été d'un soutien très précieux. Pour cofinancer cette restauration, nous avons également fait appel à la Fondation de France du patrimoine, qui nous a permis de mettre en place une campagne de récolte de fonds afin que tout le monde puisse nous aider à restaurer cette œuvre. La collecte est bien sûr en cours, et même plus que jamais, parce que nous avons vraiment besoin de récupérer des fonds suffisamment importants pour permettre une restauration complète de ces œuvres. Mais ce n'est pas simplement l'affaire des habitants de la Chaise-Dieu, ce n'est pas simplement l'affaire des habitants de la Haute-Loire, c'est l'affaire de toute la région et même de toute notre nation qui doit se mobiliser pour faire en sorte d'obtenir un résultat tout à fait satisfaisant. Donc, je renouvelle mon appel auprès de tout le monde, qu'on s'accapare ce projet et qu'on essaye de le financer. C'est Jacques de Saint-Nectaire, abbé de la Chaise-Dieu au XVIe siècle, qui va être à l'origine de cette commande des tentures du chœur monastique, réalisation prestigieuse pour aider les frères à découvrir les Saintes Écritures et entre autres l'économie divine, comme l'on dit, c'est-à-dire la conduite de Dieu sur son peuple. Donc toutes ces tentures représentent des scènes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la vie du Christ, de la vie de la Vierge Marie, préfigurées par des scènes de l'Ancien Testament pour aider les frères justement à vivre leur vie religieuse, à rentrer dans cette intimité avec Dieu. Alors l'origine des tapisseries, de ce que moi je sais, c'est donc Jacques de Saint-Nectaire qui les commande, en tout cas pas avant 1501, puisqu'apparaissent les armes de la Chaise-Dieu qui sont octroyées par le roi en 1501, l'abbaye devient royale, donc pas avant 1501, et il semblerait que l'ensemble de la tenture est exposé dans le chœur pour la Saint-Robert de 1518. Donc une période
très courtes relativement au travail qu'elles ont nécessité et à la précision avec laquelle elles ont été réalisées. Dans l'intention de Jacques de Saint-Nectaire, c'est de montrer que l'Ancien Testament annonçait le Christ et la venue du Christ. Donc, dans sa conception, dans sa vision des tapisseries, il faut que le moine puisse découvrir que tout était annoncé dans l'Ancien Testament, déjà de manière voilée mais réelle. Alors, les scènes du Nouveau Testament, on repère dans ce développement des tapisseries 3 grands moments. L'enfance du Christ, la vie apostolique du Christ qui est très réduite, la passion et la résurrection et les fins dernières. Donc tous les événements principaux de la vie du Christ, de sa naissance jusqu'à sa résurrection et jusqu'au jugement dernier, puisque la dernière des scènes, c'est le jugement dernier. La tenture de la Chaise-Dieu a été classée monument historique dès les premières listes de classement. C'est dès le XIXe siècle qu'il a été choisi de les classer monuments historiques parce qu'elles étaient déjà très connues pour leur qualité, pour leur totalité. Elles étaient vraiment d'ores et déjà une œuvre remarquable. La dépose de la tenture de la Chaise-Dieu est un geste lourd. Elle est affectée à l'exercice du culte, chacun y est attaché et la plupart des gens l'ont toujours vue ici. Il fallait donc être sûr de la nécessité de cette dépose. Nous avons donc choisi avec l'affectataire, avec le syndicat mixte de la Chaise-Dieu, avec le propriétaire et avec l'État, de déposer 3 tapisseries qui étaient dans des conditions différentes, l'une au nord, l'autre au sud, la dernière déposée dans le musée, pour étudier les désordres et s'assurer de la sincérité de ce constat visuel des désordres. L'atelier Chevalier, missionné pour cette étude, a pu détecter l'étendue des désordres et notamment sur le mur nord, pour ce qui est du couronnement de la Vierge, l'urgence de la dépose de l'ensemble de la tenture. Lorsque Jacques de Saint-Nectaire commande cette tenture, elle a une mission. Elle a une mission présente d'édification des frères et d'édification à la typologie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elles n'ont pas pour mission, en tout cas ce n'est pas leur mission première, de se conserver plus de 500 ans. Les textiles ont leur vie propre, ont leurs difficultés et ont, comme tout élément organique, une capacité à se dégrader. Aujourd'hui, nous héritons de cet ensemble merveilleux, magnifique, et bien entendu, nous avons tous à cœur que ce que nous voyons aujourd'hui soit encore vu demain. C'est donc une lutte, ça n'est pas une lutte désespérée, c'est une lutte qui est l'ensemble de la mission des monuments historiques et qui évolue chaque jour avec les laboratoires, y compris d'un point de vue international, les études, l'évolution des techniques et qui nous permet de prolonger toujours un peu plus l'émerveillement devant la tenture de la Chaise-Dieu. Un monument historique, c'est une surveillance permanente. Mais c'est aussi, lorsqu'on commence lors de cette surveillance à constater des désordres, des moments où l'ensemble des spécialistes d'un matériau, d'une époque, d'une pathologie se rassemblent autour de l'œuvre et constatent, étudient et apportent des solutions, apportent des alarmes aussi sur l'état des œuvres. J'estime qu'elles sont extraordinaires par leur lieu de tissage, par la technicité du tissage qui montre une richesse de technique très impressionnante, une vraie étude de la technique de tissage de tapisserie, mais c'est aussi tout leur vécu, les tentatives de conservation à d'autres époques, par le Mobilier National, par d'autres ateliers, certaines étant des restaurations admirables,
Et puis à d'autres époques, des restaurations qui malheureusement ont contribué énormément à leur dégradation et qui sont des restaurations qui datent malheureusement que du XXe siècle. D'autres interventions qui étaient des interventions d'urgence où la personne responsable du travail était limitée dans ce qu'il pouvait faire. À chaque fois, il y avait ce souci derrière les tapisseries de les garder in situ, de les conserver, mais qu'on est arrivé à un point où que ce n'était plus possible et que les résultats de notre étude, selon leur état de conservation, en étaient la preuve qu'on est arrivé à un point où des interventions minimum sur place de conservation n'étaient plus suffisantes. Nous avons établi un programme de travaux préliminaires en fait, aux restaurations, c'est-à-dire qu'on est dans une étape encore d'étude de toutes ces tapisseries. Travail préliminaire pour permettre de documenter au maximum les tapisseries avant qu'elles commencent à subir un travail de restauration pour permettre de les raccrocher, de les représenter à la chaise-Dieu. J'interviens dans la documentation vraiment à chaque étape du processus de restauration, puisque je prends les photos des pièces dès que les pièces arrivent à l'atelier, pour vraiment avoir un état des pièces juste vraiment avant qu'on y ait touché, vraiment avoir un peu les tapisseries dans leur jus avec toute leur dégradation, leur état, éventuellement la saleté. Et vraiment de pouvoir documenter, avoir un instantané vraiment de l'état de la tapisserie. Et je documente également toutes les étapes, tout le travail qui va être fait dessus. Donc quand les restauratrices font le dépoussiérage, la restauration, le doublage et ainsi de suite. Et à la fin, avant que les tapisseries repartent, je reprends des photos sur les mêmes détails qui avaient été pris avant pour vraiment voir la différence avant-après des pièces.
Et on arrive après à la période la plus magique du dédoublage, c'est quand on accède enfin au revers de ces tapisseries qu'on découvre pour la première fois pour nous et pour beaucoup de personnes. On découvre l'arrière de la tapisserie sans doublure, donc avec on peut donner une certaine image des couleurs d'origine de la tapisserie. Donc c'est ce qu'on découvre à la fin. Et donc à la fin, on a encore une fois photographie, donc avers, revers, constat des éventuelles dégradations ou des anciennes interventions, des mesures et la dernière pesée, la dernière doublure, et après par soustraction on a le poids de la tapisserie elle-même. Donc ça c'est vraiment la période qui nous concerne en ce moment, c'est toute cette période de dédoublage mais en même temps de documentation. Par exemple, ici pour les 3 premières tapisseries de la Chaise-Dieu qui sont venues, c'était vraiment un dossier particulier où vraiment on a fait une étude très poussée, beaucoup plus que ce qu'on fait d'habitude. Pour ces tapisseries-là, j'ai pour 3 tapisseries, 900 photos qui ont été faites. Tout l'ensemble de ces documents, de ces mesures, de ces poids, de ces constats va nous permettre de faire donner les éléments à l'établissement d'un cahier des charges pour une autre étape qui sera l'étape de restauration. Nous poursuivons donc maintenant ce dépoussiérage par une micro-aspiration de toutes les tapisseries sur les 2 faces et en même temps nous relevons des dégradations et nous faisons des prélèvements de fils complémentaires qui vont nous permettre de faire des analyses complémentaires et additives à celles qui ont déjà été réalisées. Pendant ces différentes étapes, nous pouvons faire quelques petites découvertes. Et comme aujourd'hui, nous avons fait la découverte d'un petit fragment de laine, de chêne bicolore qu'on avait déjà repéré sur 2 tapisseries, mais pas encore systématiquement sur chaque tapisserie. Aux côtés du syndicat mixte de travaux de la Chaise-Dieu, maître d'ouvrage de la restauration, de la DRAC qui en assure le contrôle scientifique et technique, un comité scientifique a été monté de manière à ce que l'ensemble des experts qui pouvaient être sollicités autour de cette restauration le soient et nous aident dans l'ensemble des arbitrages qui pendant ces 2 ans vont être exercés. D'ores et déjà, dès le départ de la restauration, il a fallu trancher sur des questions de conservation ou non des galons de restauration, de restitution de la continuité des tapisseries ou de dialogue avec l'architecte sur la future implantation des tapisseries, notamment dans leur mode de suspension, suspension verticale, suspension sur pan incliné, autant d'éléments qui, au fil de la restauration, vont déterminer la nature des travaux. Nous avons beaucoup discuté avec le donneur d'ordre, avec Marie-Blanche Bott, Anne-Laure Delorme et aussi entre collègues et intervenants sur les tapisseries pour savoir s'il était judicieux de garder des galons qui avaient été rajoutés pendant le passé et qui avaient été aussi repeints pour la conservation des tapisseries. Ces galons ne sont pas originaux et donc il y a eu un arbitrage de fait après de longues discussions pour savoir si on les gardait ou pas. Et en fait, on a décidé de les enlever. Donc nous avons une étape assez longue de retrait de ces galons, c'est assez délicat parce qu'ils sont cousus avec un fil et des points très serrés. Et donc nous utilisons un scalpel pour les couper et après une petite pince pour enlever les fils. On avait regardé ensemble le galon d'une tapisserie. C'était la tapisserie qui s'appelle la Descente aux Enfers, qui possède un galon retissé.
mais qu'il est différent des autres galons parce qu'il n'est pas indépendant de la tapisserie. On ne peut pas l'enlever avec la même technique de scalpel, de point qui s'enlève avec une pince, parce que le tissage est rentré dans la tapisserie, c'est-à-dire que les nouvelles chaînes l'introduisent dans le tissage d'origine. Donc nous faisons quelques prélèvements de fils de laine, de fils de chêne, de fils de trame quand c'est possible. Nous faisons aussi des prélèvements de fils qui ont été ajoutés au moment des anciennes restaurations. Et nous faisons aussi des prélèvements de fils métalliques, soit originaux quand c'est possible, quand on trouve le petit bout de fil qui va dépasser pour pouvoir le faire, et aussi des fils qui ont été utilisés lors des restaurations. Et après, ces fils sont envoyés dans les laboratoires d'analyse qui vont analyser donc les composants de ces fils pour nous permettre de connaître mieux l'histoire de la tapisserie, sa constitution et l'histoire aussi de ses restaurations. Sur une des tapisseries, particulièrement sur la tapisserie du couronnement de la Vierge, une ancienne technique de restauration qui a été utilisée dans les années 70 était constituée d'un ajout de bandes adhésives à travers lesquelles parfois des points de restauration étaient faits. Donc une des premières étapes aussi, une des grandes étapes sur cette tapisserie-là pour la préparer au nettoyage et la préparer à la restauration, c'est faire le retrait de ces bandes adhésives. C'est assez délicat. On essaye d'enlever les choses d'une façon mécanique en limitant vraiment toute perte de fil. C'est très long. On a plus de 300 bandes adhésives à l'arrière de cette tapisserie. Et donc on met à peu près 10 minutes, un quart d'heure par retrait de bandes adhésives. Donc vous pouvez faire le calcul, c'est quand même très long. On en a pour quelques jours à enlever à l'aide vraiment de gestes délicats et à la pince les bandes adhésives à l'arrière de cette tapisserie. Alors ces bandes adhésives créent en fait une dégradation structurelle pour les fils, mais aussi créent d'énormes tensions dans la tapisserie même. Et donc au moment où on enlève, on peut observer avant la dépose des déformations vraiment localisées au niveau des bandes collantes, mais la rétractation de la bande elle-même et de son adhésif qui finit par sécher un peu fait qu'il y a des déformations structurelles localisées qui sont très dommageables pour la conservation de la tapisserie. On a découpé des bandes de tulle qu'on va utiliser en sandwich. C'est un terme qu'on utilise souvent pour dire que le tulle est de chaque côté soit de la tapisserie, sa partie fragile, ou soit du galon, et qu'il est maintenu en place par couture, avec un fil blanc bien sûr, pour éviter que des fils que nous on rajoute risquent un problème de dégorgement lors du nettoyage. Et cette mise en place de la tulle, du tulle est une protection pour le nettoyage. Ça protège les bords de la tapisserie qui doivent être manipulés pour la mise en place sur le tamis, et puis aussi l'enlèvement après nettoyage. Il n'y a pas de manipulation pendant le traitement de nettoyage proprement dit, mais que aussi cette mise en place en sandwich de protection de tulle protège des parties du tissage où il y a des faiblesses, où il y a déjà une absence de trame et qu'on n'a que des chaînes apparentes, mais surtout des endroits de fragilité qui leur apportent une protection supplémentaire. Le choix des tissus comme tissus de support, de doublage, doivent être faits en amont du nettoyage pour pouvoir les préparer. Quand je parle de préparation, je parle d'enlèvement d'un appareil éventuel qui se trouve sur le tissu qu'on a choisi. Et puis aussi de préparer ces tissus pour leur teinture. Donc en préparation, on est en train de regarder différentes armures. Là, dans ce cas précis, c'est un tissu de lin qu'on va utiliser comme un support pour les points de consolidation qui sont effectués sur la tapisserie. Donc des points qui traverseront tapisserie et support, mais non pas doublage. Là, on parle d'un travail qui est un travail qui est fait sur le métier de restauration-conservation de ces tapisseries-là.
Donc pour l'instant, on regarde les tons, les nuances de couleurs qui peuvent nous intéresser pour définir nos recettes de teinture, de teindre les tissus et plus tard de teindre les fils pour faire leur consolidation sur ce support de tissu. Le choix de notre fil de consolidation se fait sur l'endroit de la tapisserie. C'est la partie qui sera exposée, que bien sûr ils n'ont rien à voir avec les couleurs d'origine qui ne sont que visibles maintenant sur l'envers, mais que c'est cette partie-là de la tapisserie sur laquelle on se fie pour le choix de nos couleurs et des matières. On ne trouvera pas les couleurs d'origine, ce n'est pas un nettoyage ni un traitement de conservation qui vont faire revenir des couleurs qui sont passées à la lumière, où on parle d'une réaction photochimique. Et que ces couleurs qu'on peut regarder sur l'envers et apprécier sur l'envers, on ne pourra jamais les restituer sur l'endroit de la tapisserie. La tapisserie sur métier, on a commencé sa conservation très récemment, donc on est tout à fait au début. On voit le positionnement des pièces de support, qui sont des supports textiles en lin, on a fait la teinture selon les couleurs qui se trouvent sur les tapisseries et qui se marient bien avec les lacunes et les dégradations. Ces supports sont coupés, sont posés sur l'envers de la tapisserie, maintenus en place par des points de bâtis de manière à créer un embut dans le tissu de support pour permettre qu'on effectue les points à travers la tapisserie et le support textile qui est maintenu en dessous. Que là, on a fait les choix des différents fils de couleurs et les différentes techniques des points qu'on va utiliser sur la conservation de cette tapisserie-là. Et que là, pour pouvoir travailler sur le nombre important de tapisseries, il y a un protocole qui a été créé entre les membres de l'équipe qui travaillent dans la conservation sur les tapisseries pour qu'on utilise tous les mêmes matériaux, la même palette de couleurs, les mêmes points de conservation selon l'endroit dégradé, et même la distance des points est réglée entre nous et le type de travail qu'on est en train de faire sur la tapisserie. Lors de l'étude des 3 tapisseries en 2012, cette étude qui a permis la prise de décision pour la conservation de l'ensemble de la tenture de la chaise-Dieu, on avait effectué des tests de colorimétrie avec un laboratoire privé et également le laboratoire de Champs-sur-Marne, le laboratoire des monuments historiques. Ces tests nous ont permis d'évaluer la dégradation chromatique de la couleur et d'observer les couleurs qui étaient la plus dégradées par cette exposition à la lumière. Les résultats ont montré que c'est dans les couleurs rouge-violet, également dans les verts et aussi certaines teintes de marron qu'on a cette dégradation chromatique des couleurs. C'est particulièrement remarquable dans les phylactères et les inscriptions qui s'y trouvent. Que sur certaines tapisseries, avec une certaine couleur, l'inscription sur l'endroit est quasiment illisible, sauf de très près. Quand on retourne la tapisserie et on l'observe sur l'envers, on voit que la couleur était violet, que c'était la première mot de l'inscription, et peut-être qu'ils ont choisi une couleur différente pour l'introduire, et que cette partie-là, cette recherche de ces inscriptions, est une partie aussi de la recherche qui se passe tout autour des tapisseries de la Chaise-Dieu, c'est-à-dire qu'il y a d'autres partenaires, d'autres spécialistes, d'autres chercheurs qui rejoignent l'équipe pour parler d'un certain aspect, et que là, on a, lors de la dernière réunion du comité scientifique sur les tapisseries de la Chaise-Dieu, on a rencontré M. Martin de Framont, des archives du Puy-en-Velay, qui va travailler sur la lecture et la recherche des inscriptions sur les tapisseries de la Chaise-Dieu.
Le tissu transparent qu'on voit posé sur le galan des tapisseries est là pour une raison de protection surtout. Que là, on a enlevé les galons potemés des tapisseries, les galons qui étaient rajoutés dans une ancienne restauration, et on a retrouvé les galons sur les deux hauteurs de la tapisserie qui sont des galons d'origine. Cependant, ces galons n'ont jamais été visibles dans les tapisseries. C'était des galons qui marquent le début et la fin du tissage et qui étaient repliés sur l'envers. Certains sont très dégradés, très lacunaires, et que nous, on va les replier sur l'envers avant de procéder au doublage, mais qu'il fallait une protection supplémentaire pour ce tissage qui est parfois réduit à quelques passés de trame. On atteint ce tissu-là pour ses qualités d'élasticité pour suivre le tissage, également pour sa résistance à tout vieillissement, et que le fait que ce n'est pas un tissu occultant. C'est un tulle qui est utilisé et qui était en fait produit pour la restauration-conservation de textiles anciens et qui est régulièrement utilisé dans des traitements textiles. On arrive dans la partie de la tapisserie qui est la plus abîmée. Il faut dire que cette tapisserie est la plus abîmée de toute la tenture de la chaise-Dieu. Et c'est la tapisserie qu'on a déjà vue à d'autres occasions, qui a été restaurée dans les années 70 en utilisant des bandes encollées, qui étaient entièrement encollées sur l'envers de la tapisserie, qui avait le but de maintenir la soie en position dans le tissage. Mais finalement, cet encollage était beaucoup plus forte, qui a emporté la trame d'origine, et que quand nous, on a enlevé les bandes collantes de la tapisserie, parce que c'était impossible de les garder en place, la soie, la trame en soie, restait encollée dans les bandes. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on est arrivé avec une protection de tulle des deux faces, vu la grande fragilité de ces parties de tissage, où on voit les chaînes complètement à nu, qu'il n'y a pratiquement plus de trame, ni dans les étoiles, ni dans le Saint-Esprit, et que là, on va utiliser la même technique d'un support textile. Ça sera le même qu'on a vu dans d'autres tapisseries. La différence, c'est que le point ne sera pas le même. Le point doit être un point qui consolide et qui renforce, mais aussi qui apporte une qualité visuelle, une couleur et puis un sens de dessin dans cette lacune et dans ces manques de trame qui sont tellement étendus et importants. Les 14 tapisseries sont nettoyées sur cette table de nettoyage très spécifique qui permet de réaliser un nettoyage très doux et en même temps très contrôlé en posant les tapisseries sur le tamis que nous avons vu ici, qui est de bonne dimension pour pouvoir nettoyer les tapisseries de la chaise-Dieu qui sont quand même assez longues, pas très hautes mais vraiment longues, et de réaliser un programme de nettoyage qui est très spécifique et qui est adapté à la fragilité et au type de dégradation et au type de poussière qu'on peut trouver sur les tapisseries de la chaise-Dieu. Donc le système de nettoyage se fait par pulvérisation d'une rampe mobile sur cette table de nettoyage, c'est-à-dire que la tapisserie est posée et ne bouge plus jusqu'à la fin du séchage. La tapisserie posée sur le tamis va être pulvérisée progressivement par la rampe de nettoyage qui va bouger tranquillement et balayer la tapisserie un certain nombre de fois. En fait, on programme une sorte de recette adaptée à chaque tapisserie et l'eau et le détergent va être pulvérisé par nébulisation par des petites buses qui sont accrochées à la rampe de nettoyage, et au même moment, il y a une aspiration en partie basse qui permet de récupérer l'eau et tous les résidus de dégradation par aspiration, une aspiration très douce aussi. Donc il n'y a pas de manipulation de la tapisserie, une pulvérisation douce avec un certain nombre de passages et en même temps une aspiration pour absorber le maximum d'eau et de résidus au cours de nettoyage.
Ces tapisseries bien sûr sont dans un environnement qui n'est pas très pollué. À la Chaise-Dieu, c'est quand même un air assez sain. Donc on n'a pas du tout le même type de résidus, de poussière résiduelle et d'encrassement que dans certaines tapisseries qu'on trouve dans certaines tapisseries qui sont dans un environnement urbain.